Bienvenue dans le dernier épisode de Code Trotteur et pas des moindres puisque aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Je vous ai dégoté de ces interviews où on dirait des nouvelles. On en avait déjà parlé à quelques reprises par le passé, notamment dans la vidéo où je me transformais en Elon Musk grâce au deep learning, ou encore celle sur les voitures connectées. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très spécial, puisque nous allons créer une fausse startup New Age, ça promet. Du coup, l'IA, on en entend parler tout le temps, à tous les salons c'est la star, surtout cette année CES. Et quelque chose qui revient souvent dans les discussions, c'est que la France n'est pas forcément ce qui se fait de mieux en termes d'intelligence artificielle, qu'on serait peut-être en retard, notamment au niveau des budgets qui sont mis dans l'IA, qui sont juste astronomiques dans certains pays. Et sur cette question, qui de mieux pour y répondre que Monsieur Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, qui a eu la gentillesse de répondre à nos questions et qui va répondre à cette dernière tout de suite. Qu'est-ce que c'est de ne pas être à la masse en IA? Qu'est-ce que c'est être en avance en IA? C'est avoir des chercheurs qui maîtrisent le sujet et qui forment une nouvelle génération de chercheurs et qui publient des choses nouvelles et qui maîtrisent vraiment le domaine. On peut plutôt dire qu'on est bon puisque tous les géants du numérique dont vous venez de parler, ils recrutent les Français pour aller diriger leur labo. Ça veut dire qu'on forme pas mal et qu'on est plutôt au bon niveau sur la maîtrise. Après, une fois qu'on maîtrise les concepts, qu'on maîtrise les outils, qu'on maîtrise la science derrière l'intelligence artificielle, il faut qu'on ait des applications. Donc est-ce qu'on a des grands industriels français et des grandes entreprises du numérique françaises qui ont déployé des services mondiaux autour de l'IA? Pas encore. Mais on a des investissements forts aujourd'hui de nombreuses entreprises qui le font. On a derrière un petit millier de startups de l'IA qui sont en train de développer des produits tous extrêmement intéressants. Et le rôle du gouvernement, c'est deux choses. S'intéresser au fait que les gros investissent bien. Moi, je veux absolument être sûr que les fabricants de voitures investissent au bon niveau pour préparer la voiture autonome de demain. Puis derrière, comment on aide ces startups de l'intelligence artificielle et de la deep tech à avoir les moyens financiers et les moyens humains de passer de startup expérimentale à super startup qui décolle. On a plein de beaux projets. Moi, j'ai l'impression quand on va au CES, on voit plein de choses super. Mais en termes d'icônes de la tech française, il y en a, mais OVH, des choses comme ça, mais pas encore tant que ça, quoi. Et ça va venir. La priorité qu'on s'est donnée cette année, c'est de dire la French Tech, il faut qu'elle passe de l'éclosion à l'envol. Éclosion, pendant 4 ans, on a eu 10 000 startups qui ont été créées en France. C'est énorme. Ça fait de nous un des premiers pays en Europe, un des premiers dans le monde en nombre de startups créées, etc. Maintenant qu'on a éclos, il faut s'envoler, mais pas tous. Les 10 000 vont pas tous devenir des géants. C'est dedans comment on trouve celles qui pourront grossir très vite. Des startups en France qui font de l'IA, c'est vrai qu'on en a, mais je trouve qu'on en a pas assez, voilà. Donc, j'ai décidé de créer Bullshit IA. Mais le mieux, c'est que je laisse ce cher Jean Sébastopol, fier citadin du 16e et fraîchement sorti d'une école de marketing, vous la présenter. C'est vrai que c'est moi, finalement, le cerveau derrière cette fabuleuse entreprise qui est Bullshit AI. On a pris des mois et des mois pour créer quelque chose d'unique, finalement, en Europe, qui est de blockchainiser l'IA afin de créer un assistant qui va vous permettre, finalement, de vous reconnecter avec votre mindset pour ceux qui seraient un petit peu tir au flanc, disons-nous, qui ne parviennent pas à faire 20 heures par jour de travail. C'est quoi en fait le rapport avec la blockchain? Bon, plus sérieusement, pour ceux qui s'intéressent à l'IA et qui voudraient, sans avoir des compétences hors normes et des formations dans le domaine, s'y essayer, il existe plein de façons de le faire. Je pense notamment à toutes les grosses entreprises, IBM, Google, Microsoft, qui vont proposer des services, des API comme on les appelle, pour que vous puissiez intégrer leur technologie d'intelligence artificielle dans vos projets. Que ce soit reconnaître des objets dans une image, comprendre le langage humain pour créer un chatbot par exemple. C'est ce qu'on avait fait il y a quelques années pour un hackathon pour mon IUT. On avait utilisé Dialogflow, si je me souviens bien, ce qui nous permettait, quand quelqu'un rentrait une phrase dans le chatbot, d'en extraire le sens pour effectuer des actions. Ce qui est quelque chose de très compliqué à mettre en place, étant donné le nombre de formulations infinies qu'il peut y avoir dans la langue humaine. C'est typiquement sur ce genre d'application que l'intelligence artificielle peut être très très forte. Et avant de commencer le dev de l'appli, c'est en réalité une startup qui existe vraiment qui m'a donné cette idée saugrenue. Le principe est très simple, analyser en temps réel les émotions qu'on peut détecter sur les mouvements du visage. Un truc qui pourrait beaucoup plaire à ce cher Fabien Licard, car c'est capable de détecter des émotions que nous on verrait même pas à l'œil nu, c'est-à-dire de quelques microsecondes. L'avantage de nos outils, c'est d'avoir une lecture directe sur les émotions. Nos algorithmes et l'intelligence artificielle permettent de stocker toute cette information, ce que ressentent les consommateurs seconde par seconde. Et il l'utilise pourquoi? Pour pas mal de choses, notamment du marketing, bien entendu. Par exemple, comment les gens vont réagir en visionnant une pub, à quel moment, à quelle seconde ils ont eu des émotions positives ou négatives. On traque environ 90 points sur le visage et on analyse le mouvement de 42 muscles environ. Donc nous on quantifie 7 émotions, la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et le mépris. Ils ont même mis plein de gens dans une salle et regardé comment ils réagissaient à des débats politiques et quelles étaient leurs émotions quand certains candidats parlaient, et ça donnait des trucs très intéressants. Bon, nous on va faire un truc un peu plus cheap, on va pas se mentir, parce qu'on n'a pas une équipe de 10 personnes et quelques mois à perdre.
C'est un petit robot, tout simple, peu intelligent finalement, qui sera capable à partir d'une photo que vous allez prendre de déterminer quel est votre genre, votre âge approximatif et même vos émotions et vous faire un petit message de soutien. Quoique comme j'avais un peu la flemme de faire un truc trop new age, il est un petit peu filou sur les bords. I can detect sadness and a bit of contempt. Oh sorry mate, please don't commit suicide. Bon, tout ça c'est bien beau, mais si nous développeurs on a accès à des technologies aussi fantastiques, c'est grâce avant tout aux data scientists. Et le mieux c'est de découvrir ce que c'est avec un vrai. Salut Nicolas, Salut. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Avec Tu as plaisir. un métier un peu étrange qui s'appelle data scientist. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux, qui a un rapport donc très évident avec l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Data scientist, son rôle tout simplement, ça va être d'analyser les données pour en extraire toutes les informations nécessaires pour prédire certains événements, faire de la prédiction et aussi sans forcément prédire, comprendre le contenu des données qu'on a, par exemple faire de la segmentation et en ressortir par exemple des profils de clients ou des choses comme ça. Comme ça peut avoir l'air pas forcément hyper fun et un truc de gros matheux, mais en réalité tu m'as parlé de certains projets qui ont l'air passionnants de ouf, notamment Askmail. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux réexpliquer quel est le concept? On va récupérer du coup en temps réel les emails que les clients et que les agents envoient directement au centre de les solutions demandes, quand ils ont des tout ça, questions. Exactement. On va analyser ça en temps réel avec des modèles de NLP, donc Natural Language Processing, qui sont tous les modèles liés à l'analyse du texte. La compréhension du langage humain. Exactement, quelque chose qui est assez quand même compliqué. Ouais. Et donc ces modèles-là vont analyser en temps réel le contenu de l'email pour en dégager plusieurs choses. Ils vont premièrement en dégager une classification, un thème. Donc on va catégoriser l'email dans un certain thème, 14 thèmes différents. Donc l'algo va être capable de lui-même de comprendre dans quelle sous-catégorie de C'est ça, problème en le fonction, client... en fonction des mots-clés utilisés, etc. Il va pouvoir récupérer les informations et catégoriser l'email pour l'envoyer directement au bon endroit et directement au bon destinataire plutôt que de l'envoyer dans une boîte mail Voilà, un générique. truc général. Exactement. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va aussi récupérer des informations pour essayer d'estimer l'insatisfaction, le degré d'insatisfaction ou de satisfaction du client et le degré d'urgence de l'email. Donc s'il y a un mec qui est en panique, qui est pas content du tout, et bah, il va être lui-même capable de déterminer qu'il faut y répondre vite. Voilà. Il va pouvoir prioriser les mails. Il y a plein de points d'exclamation à la suite, des choses comme ça. D'accord. Salut Mickaël. Merci beaucoup de répondre à mes questions. Tu es chef de projet chez Alliance Tout à et fait. tu travailles notamment sur des projets liés à l'intelligence artificielle. Exactement. Les gens disent souvent qu'il n'y aura jamais d'IA forte, mais même des IA comme on en connaît aujourd'hui qui seraient un petit peu plus performantes, comme une IA généralisée, on va dire. Quand est-ce que tu penses qu'on va voir ça arriver? On voit aujourd'hui que les assistants vocaux ils commencent à être pas mal foutus. Pas encore ça, hein, mais comment est-ce que tu vois toi l'avenir? Est-ce que j'aurai le droit d'avoir Jarvis dans mon appart? Téléchargement terminé, monsieur. Nous sommes en ligne et opérationnels. Écoute, je pense que tu auras le droit et je pense qu'on sera très surpris. Dans moins de 5 ans, Ok. on aura des Donc IA comme ça. tu as une vision plutôt optimiste au niveau des progrès qu'on va faire. Je suis très optimiste dans la mesure où ça fait 3 ans que j'ai la chance d'en faire. En 3 ans, ça a énormément progressé. Mm. C'est pas encore, comme on l'a vu, magique. Par contre, ça va très vite. En multipliant les IA spécialisées, on va arriver, je pense, assez rapidement à des IA plus globales. Une des grosses tendances de l'intelligence artificielle qui du moins va toucher le grand public, c'est tout ce qui tourne autour de la voix, notamment avec les assistants vocaux. Amazon, Apple, Google, Microsoft, tout le monde est sur le coup et les budgets de recherche et développement là-dessus sont juste gargantuesques. Pour quelle raison? Eh bah, il va y avoir rien de moins que Amazon qui va vous répondre. And once you take it to the factory, they shrink it. I think really it just all speaks to that it's a really interesting time, right? Yeah. The voice space it's really, cool period, especially when you're at CES, you're walking around, you see it. And that's really why we're at CES. We love voice. We think it's going to be the future. We think voice, it's like, it makes the complex simple. It's the most convenient, I think, and efficient way you can talk to technology. You don't have to flip through a password and open up an app or anything. All you do is say a command or say a question. Yeah, right? And it's so natural to us. We've been speaking for ages. So that's what's really exciting about it. And our vision really for Alexa, to her to be anywhere our customers want to interact. And so as you're walking around this booth, that's our entire reason why we're at CES. Après le stand d'Amazon, on est directement allé au stand de leur concurrent, Google, et j'ai eu le privilège de leur poser une question qui me trottait déjà dans la tête. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous utilisent déjà des assistants vocaux. Bon, après, on peut toujours dire qu'on les utilise pour faire des trucs super basiques et que en réalité, c'est pas très concluant. Chacun pense ce qu'il veut, mais toujours est-il que de plus en plus, en tout cas, on a des discussions avec des machines, ce qui aurait pu paraître complètement improbable il y a quelques années. Google, il y a peu, a présenté une techno qui va encore plus loin que ça et qui permet de passer les appels à notre place. On a tous vu passer cette discussion venue du futur entre une IA et un humain, où la voix de l'intelligence artificielle est juste bluffante, imitant à la perfection des petites mimiques humaines, le tout pouvant presque paraître flippant. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second.
Ma question était donc, si on continue à aller dans ce sens-là, est-ce que les relations sociales vont pas en prendre un coup? Déjà que beaucoup d'entre nous vont plus trop dans les magasins, chez les petits commerçants, si on décroche même plus le téléphone pour savoir si c'est ouvert ou pour faire une réservation, est-ce qu'on va pas finir par ne plus parler à personne qu'à son intelligence artificielle? Et voilà ce qu'ils en pensent. That's a really good point. I would say, you know, right now what we're trying to do is showcase the capabilities of the technology first and, you know, really leave it up to the users. And, you know, a lot of it is just getting feedback, like what do people like or don't like. And we actually have an entire team that's really focused on ensuring that we're being as thoughtful about these type of features going forward. Because it can be scary, of course, but simultaneously, part of our job at Google is, can we build useful features that make people's lives better? I think, you know, going back to the original mantra of Google, which was, you know, organizing the world's information, thinking about different ways that we could bring Google technology. Don't do evil. that was one too. No, of course. And, you know, to be honest, it's something that we're always really thoughtful about. You know, as we continue to develop this technology, I think what you're going to see from us is making sure that we kind of abide by our AI principles and ensuring that we continue to get kind of feedback from both regulators, from policymakers, from industry advocates to ensure that this technology gets implemented safely and easily. You know, things like, for example, ensuring that we always make sure that people know that it's an automated system calling. Je vous ai pas mal déjà parlé de services ou de technologies proposées par les géants du net, les GAFAM comme on les appelle, mais il faut surtout pas oublier qu'avec l'intelligence artificielle se pose également la question de la vie privée. Puisque à l'heure actuelle, les technologies d'intelligence artificielle qu'on retrouve le plus souvent, qui sont le deep learning et le machine learning en général, ont besoin d'une quantité colossale de données pour fonctionner. Alors ça signifie pas, bien entendu, qu'il faut collecter massivement les données de tous les utilisateurs et les cibler et les traquer pour arriver à avoir des technologies qui fonctionnent et qui sont super efficaces. Les deux sont totalement compatibles, comme le prouvent certaines startups comme Snips par exemple, qui vont proposer une alternative à Dialogflow par exemple, dont je vous avais parlé juste avant, et qui est de Google il me semble. Mais pour eux, tout va se passer de façon locale. Rien n'est envoyé au serveur de personne. Je vous laisse jeter un œil dessus si vous êtes un petit peu bidouilleur. Vous pourrez par exemple créer votre propre assistant vocal sur un Raspberry Pi ou sur leur matos à la maison. C'est des questions absolument cruciales qu'il convient de se poser et qu'il est bon de remettre au centre des débats régulièrement. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode qui vient conclure la série Code Trotteur. Cet épisode, mine de rien, c'est quand même pas rien. Merci beaucoup à Alliance qui nous a fait confiance pendant toutes ces vidéos. Et nous, on se dit à très bientôt. C'était Micode. Salut!